C'est quoi tes objectifs? Combien est-ce que tu aimerais gagner? Lui me répond, je vais gagner au moins 5 000 € par mois. Quel temps penses-tu y consacrer? Il me dit, je suis disponible seulement le samedi après-midi, 2-3 heures chaque samedi après-midi. Alors, tu es OK avec le fait de travailler 35 heures par semaine et de gagner 1 200, 1 300 € par mois? Et par contre, tu veux m'accorder 3 heures de temps, donc une fois par semaine, et tu veux que je te fasse gagner 5 000 €. Toute personne qui démarre doit comprendre qu'elle doit être coachable dès le premier jour. Je pense que beaucoup de personnes dans le marketing relationnel échouent à ce moment-là. Salut mon ami Ilian, ça va? Oui, et toi? Écoute, ça va super. Aujourd'hui, j'ai bien envie qu'on parle un petit peu de toi, qu'on permette aux personnes qui nous regardent de te connaître. Alors, pour la petite histoire, on se connaît depuis maintenant, je crois, une bonne dizaine d'années, hein. Exact. On a eu l'occasion de faire pas mal de choses ensemble, on va en parler justement. Pour te présenter justement, pour que les personnes te connaissent un peu, premièrement, tu es quelqu'un qui a fait du basket à haut niveau, puisque tu as été champion, bon, tu auras l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, tu es vice-président, président terrain, donc dans la compagnie qu'on développe ensemble, donc MW Life. Et tu as effectivement, dans un premier temps, beaucoup travaillé sur le terrain, justement, en accompagnant les membres pour pouvoir développer le réseau. Et aujourd'hui, maintenant, tu es corporate dans la compagnie. Donc, est-ce que tu peux compléter ta présentation, nous parler un petit peu de toi, savoir qui est Ilian Eftimov? Merci de l'introduction, Rodrigue. Plaisir d'être ici avec toi. En effet, on se connaît depuis 10 ans. Moi, mon passé, il est dans le basket, comme tu l'as évoqué. À l'âge de 15 ans, je pars de la France. Je vais aux États-Unis pour poursuivre mon rêve, comme on dit souvent, le rêve américain, de jouer au plus haut niveau. Je lâche tout, les amis, la famille, la langue, l'école, tout, pour aller dans un pays où je ne parle pas la langue, je ne connais pas les gens. Compliqué, faire les devoirs 3-4 heures par soir avec un dictionnaire. Il y a 25 ans en arrière, ce n'était pas la même chose que Google aujourd'hui. Pas de réseaux sociaux, donc communication difficile avec la maison. Et là, je me retrouve dans un milieu difficile, mais c'était mon rêve, donc j'avance. J'arrive à obtenir une bourse en université. Je joue 5 ans dans une université qui fait plus de 35 000 étudiants. Donc là, on parle vraiment d'une vie de rockstar. Tu joues devant 20 000 personnes tous les matchs. Télévision nationale, tu as des millions qui te regardent. Tu te promènes dans les centres commerciaux, les gens te reconnaissent, les enfants portent ton maillot. Vraiment une vie comme on le voit sur la télé. Je développe mes qualités, je me blesse. À ce moment-là, je réalise que le basket, c'est beau, mais le basket, c'est temporaire et qu'il faut vraiment prévoir quelque chose pour la suite parce qu'une blessure peut arriver à n'importe quel moment. Et là, je me focalise sur les études. Je prends un master's en sport management pendant que non seulement je finis mon cursus universitaire, je joue au basket professionnel, mais je continue mes études en parallèle. Première année, je vais en Espagne pour finir la saison. Ensuite, je vais en Italie pour 1 an. Je passe en Allemagne pour 2 ans. Ensuite, je vais à Chypre pendant 1 an. Et ensuite, je retourne en France pour jouer dans le championnat français. Donc, j'ai vécu dans pas mal de pays pendant que je développais ma carrière de basketteur. J'ai vu des choses bonnes, des moins bonnes, des entraîneurs qui m'ont testé. J'ai aussi trouvé mon épouse juste après mon passage en Allemagne. On s'est mariés, maintenant j'ai 4 enfants. Je développe ma carrière de basketteur pendant plus de 9 ans en France. Je prends ma retraite en 2019 et aujourd'hui on est dans les mondes des affaires. Donc, pendant tout ce processus, tout ce parcours de joueur de basket, j'ai voulu investir dans les biens immobiliers parce que pour moi c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose où on achète quelque chose, on a un retour sur investissement. Mais j'ai aussi vite compris que quand on est sportif, il est impératif d'avoir un plan. Parce que la majorité des sportifs, quand ils arrêtent le basket, en général, ou un autre sport, ils ont déjà dépensé tout leur fric parce qu'ils veulent vivre le lifestyle, ils n'ont pas investi et ils ne savent pas quoi faire. Donc souvent, les gens, ils enchaînent des années et des années. Leur qualité diminue, leur rémunération en tant que joueur diminue et ils arrivent à un moment où ils sont dans une dépression totale parce qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de fric. En général, à ce moment-là, leur femme les laisse, pas nécessairement parce qu'ils n'ont plus de thunes, mais parce qu'ils sont en train de passer dans un moment difficile de leur vie. Et en fait, c'est un enchaînement c'est un monde sans fin. Donc il faut être vraiment préventif. Carrière de sportif, c'est entre 5, 10, 15 ans maximum. Et on le retrouve dans tous les sports. Ok, effectivement, ce que tu dis a du sens. Toi, par contre, je note que tu as eu l'intelligence de voir les choses différemment, de vouloir investir, de vouloir te protéger, préparer un petit peu l'après. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui t'a orienté comme ça? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est ta propre vision?
Qu'est-ce qui a fait que tu as justement pu avoir cette idée d'investir un petit peu pour préparer l'après? C'est très simple. On rigole souvent avec mon grand frère, il a 6 ans de plus, parce que j'ai voulu suivre ce que lui a fait, c'est-à-dire il allait aux États-Unis, il a fait le cursus universitaire, il a joué professionnel, et on rigole toujours parce qu'on dit qu'il fait les erreurs pour nous deux. Donc, toutes les erreurs qu'il a faites, j'apprends sans même devoir les vivre. Donc investir dans l'immobilier, bah, c'est grâce à lui que ça m'a ouvert les portes, les yeux, etc. Aller aux États-Unis pour suivre mon rêve de basketteur, c'était grâce à lui que j'ai vu la vision qui est possible de pouvoir poursuivre une carrière aux États-Unis en université et ensuite aller dans le monde professionnel. Donc j'ai toujours regardé, j'ai toujours appris et j'ai toujours essayé d'être dans la prévention, dans la préparation. Quand on ne se prépare pas, on a toujours des surprises. Mais quand on est préparé, on sait que voilà, s'il y a telle situation qui arrive, on est préparé, on a un plan A, on a un plan B, on a un plan C. Pour moi, la préparation est primordiale. Absolument, absolument. Dans ce moment, on va revenir sur la partie donc, de l'après, donc investissement, business et aujourd'hui vice-président terrain d'MW Life. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit moment sur la partie où tu étais justement compétiteur, cette partie où tu as excellé puisque tu as quand même été champion. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie de ta vie et surtout, qu'est-ce qui t'a permis justement d'en arriver là? Parce qu'on ne devient pas champion comme ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu, nous apporter un petit peu plus là-dessus? Gagner des choses, c'est une chose, ça arrive, ça permet à des gens d'évoluer. Le plus difficile, c'est l'adversité. Quand c'est facile, tout le monde peut y arriver. Quand c'est dur, c'est là que le caractère est né. Moi, dès l'âge de 15 ans, quand je me suis retrouvé aux États-Unis, sans parler la langue, en détestant mon coach, on n'avait pas une bonne relation dans la famille d'accueil où j'étais, tout de suite, j'étais vraiment dans l'adversité. Et dès cet âge-là, j'ai compris que quand tu veux quelque chose dans la vie, bah, tu ne te poses pas de questions, que ce soit facile ou difficile, tu dois le faire, tu avances, et chaque jour, tu dois être un mètre plus en avant que le jour d'avant, et un mètre, et un mètre, et un mètre. Et si on enchaîne les mètres qui se suivent, au bout d'un moment, on va arriver au kilomètre. Donc, avec cette idée de se construire soi-même contre l'adversité, ça m'a permis justement, dans une carrière professionnelle, c'est jamais facile. La personne qui dit une carrière professionnelle de sportif, c'est facile, elle n'a rien compris. On s'entraîne 2 fois par jour, on y laisse la santé, on voyage pendant les fêtes de Noël, le Nouvel An, on n'est pas avec la famille. L'été, on a 6 semaines, 7 semaines de hors compétition, donc de vacances. Mais pendant ce temps-là, la majorité des sportifs s'entraînent individuellement parce que c'est le moment où on peut soit faire de la rééducation si on a des blessures, soit se focaliser sur une préparation physique personnalisée. Donc on n'est jamais au repos. Et tu t'en rends pas compte jusqu'à ce que tu prennes ta retraite et que tu réalises toutes les blessures et le mal au corps que tu as fait et que tu te lèves le matin, que tu joues plus au sport, tu n'as plus de compétition, mais les premiers pas sont difficiles, ça fait mal. Tout ça, ce sont des sacrifices qu'on accumule. De ne pas passer de temps avec les enfants. Quand j'étais dans ma carrière professionnelle, dans cette explosion, quand j'avais été champion de France, on avait fait 3 titres sur une année en France, à Châlons. Aucune équipe ne l'a jamais fait, avant ou après. Donc on est quand même 12 ans après. Aucune équipe n'a réussi à dupliquer 3 titres en un an. On a tout raflé. Cette année-là, je me rappelle que mon fils, je le voyais 1 heure par jour. Donc quand tu sais que tu es sportif et que tu vois ton fils 1 heure par jour, juste avant que tu rentres chez toi le soir, tu le vois, vous mangez ensemble et il se couche. Et qu'ensuite, toute la journée, tu es à l'entraînement, il est à l'école. Quand tu reviens, lui, il est déjà à la maison depuis 2-3 heures, mais tu ne le vois pas parce que tu es à l'entraînement. Ensuite, le week-end, tu pars pendant 4, 5, 6 jours et tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas tes gosses. C'est là que tu réalises qu'on lâche beaucoup pour enfin obtenir quelque chose qui, à la fin, on se demande, est-ce que ça vaut la peine? La seule façon d'y répondre, c'est quand tu regardes ce que tu as accompli, c'est une chose, mais quand tu regardes la personne que tu es devenue, c'est là que tu peux dire oui, ça en valait la peine. Parce que la personne que ça m'a permis de devenir, ça m'a permis d'avoir du succès, pas seulement dans le sport, mais en dehors du sport, dans le business. Et là, on en revient, cet esprit compétitif, c'est exactement la même chose dans le business. Il n'y a personne qui va te faire une fleur, il n'y a personne qui va venir et qui va te dire « je t'offre quelque chose, vas-y mon ami ». Non, tout ce qu'on fait, on doit aller le chercher. Et ça sera toujours dans l'adversité. Et donc, si on a eu cette expérience au passé de pouvoir faire de soi-même un caractère fort, un caractère de compétiteur, ça nous permet ensuite de ramener ce caractère sur n'importe quelle chose qu'on décide d'entreprendre. Mais ça n'a pas été facile, parce que venir du sport, c'est un monde, on est pro, on est bon dans ce qu'on fait, de transitionner sur des compétences complètement différentes qui sont dans le business, où il faut savoir parler avec les gens, il faut savoir être patient, il faut savoir entendre une négativité, la transformer en positivité.
Certes, on a un peu vécu ça dans le sport, mais là, on n'est pas sur de la performance physique. On est sur de la performance mentale. On est sur des horaires de travail qui parfois vont jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Tu m'appelles parfois, il est 4 heures du matin chez toi, il est 10 heures, 11 heures chez moi. Je dis, mais Rodrigue, pourquoi tu dors pas? Et tu dis, non, mais attends, je ne vais pas pouvoir dormir, j'enchaîne les rendez-vous et j'en ai 2 dans 3 heures, donc ça va faire une nuit courte. Donc ce genre de choses, on apprend à le faire, mais c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils aiment le confort. Il y a des gens qui n'aiment pas l'adversité. Et pourtant, ils veulent le lifestyle que le non-confort donne dans la durée. Mais c'est pas possible. On veut être à un niveau. Pour atteindre ce niveau, il faut sacrifier. Il faut sacrifier. Que ce soit le corps dans le sport, que ce soit le temps qu'on passe à bosser dans l'entrepreneuriat, que ce soit des risques qu'on prend. Il faut toujours sacrifier quelque chose. Et effectivement, cette notion de sacrifice, elle est pas bien connue de tout le monde. Et puis, c'est complètement disproportionné. Certaines fois, quand les gens pensent justement, on va justement venir sur cette partie business, les gens ont tendance à penser que le marketing de réseau, c'est une baguette magique qu'on agite et très rapidement, on va gagner de l'argent. Je me souviendrai toujours de cette personne qui était étalagiste dans une grande surface, alors touchant le SMIC. On discute, on a un échange et cette personne me dit, voilà, je sais que je peux réussir avec le marketing de réseau. Et donc, moi, je fais le point avec en lui disant, bah, écoute, c'est quoi tes objectifs? Combien est-ce que tu aimerais gagner? Lui me répond, je vais gagner au moins 5 000 euros par mois, 5 000 euros. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, c'est faisable. Il y a plein de gens qui font même plus que ça, donc il n'y a pas de problème, c'est faisable. Quel temps penses-tu y consacrer? Il me dit, bah, je suis disponible seulement le samedi après-midi, 2-3 heures chaque samedi après-midi. Alors, tu es OK avec le fait de travailler 35 heures par semaine et de gagner 1200, 1300 euros par mois, et par contre, tu veux m'accorder 3 heures de temps, donc une fois par semaine, et tu veux que je te fasse gagner 5000 euros. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. Soit tu dois laisser ton travail et ne faire que ça parce qu'apparemment ça fonctionne tellement bien, ou alors c'est que tu n'as pas compris qu'en fait c'était pas magique. Et je reviens à ce que tu dis, il y a des sacrifices à faire et il faut être concret dans ce qu'on fait. C'est une vraie activité, il faut y consacrer du temps, surtout au début, beaucoup de temps pour pouvoir déjà se former, comprendre, maîtriser ce qu'on fait de manière à pouvoir exceller dedans. Alors justement, par rapport à cette partie business, donc on a bien compris ton parcours, on a compris comment tu as démarré, c'était pas simple. Finalement, tu as compris qu'il fallait avancer et j'aime beaucoup ce que tu dis, en faisant 1 mètre chaque jour, on finit par faire le kilomètre, ça c'est pas mal. Ça me rappelle beaucoup comment on travaille aussi dans la partie business, dans la partie marketing de réseau. Donc du coup, ben, tu comprends ça, tu évolues, tu te maries, tu as des enfants, mais tu continues toujours à te développer dans cette partie sportive qui finalement est au centre de ta vie. Puis tu bifurques un peu sur les investissements immobiliers, etc. Puis dans le business de marketing de réseau. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ta première rencontre avec le marketing de réseau? Ça démarre très simple. Mon épouse était présentatrice de télévision sur une chaîne nationale, 2 heures d'émission par jour, personne très influente. Elle se retrouve dans une ville où il y a 30-40 000 habitants à être maman au foyer, puisque elle m'accompagnait dans ma carrière professionnelle. Donc je cherchais des choses pour qu'elle puisse faire, passer du temps, voilà, quelque chose qui lui donne quelque chose à faire pendant la journée, pendant que je ne suis pas à la maison, quand je suis en voyage. Et à ce moment-là, ma belle-sœur nous introduit un concept, une opportunité de développer quelque chose dans le voyage. Donc je dis, c'est parfait pour mon épouse, on aime voyager, on voyage, ça va même travailler son anglais. Elle est en train de dormir, moi je l'enregistre, elle démarre l'activité sans qu'elle le sache. C'est comme ça qu'on démarre dans le marketing de réseau. Et elle commence à développer le business. On s'est fait un rendez-vous ensemble, enfin un point, et on s'est dit, bon, c'est une opportunité puisque ce concept-là n'existe pas aujourd'hui en Europe. Donc on peut être les premiers, et donc il y a un bon timing, c'est dans les voyages, les gens ils aiment. Et on se dit, ok, tu es influente, je dis, je vais te passer un coup de main parce que voilà, c'est ton business, mais aussi je suis influent, je pense que je peux t'aider. On va faire 100 rendez-vous notre première semaine, et puis on aura une magnifique équipe de 50, 60, 80 personnes, puisque voilà, on a des personnes de confiance, on connaît tout le monde, les gens vont nous suivre les yeux fermés. On fait le point, une semaine après, on regarde la liste avec tous les noms, et on voit énormément de rayures, énormément de noms rayés. Et au final,
après une semaine, sur les 100 présentations, parce qu'on les a faites, les 100 présentations, on n'avait pas vu notre enfant à ce moment-là, nos enfants à ce moment-là, on a une grande équipe de une personne. Et là, on s'est dit, OK, soit c'est pas pour nous, soit c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, qu'il y a une façon de faire, c'est une profession. Et c'est là qu'on comprend, en fait, ça nous ouvre les yeux au marketing relationnel, que c'est une vraie profession, c'est une vraie industrie. Il y a une certaine façon de faire les choses. On ne peut pas démarrer en disant, ouais, je connais tout le monde et je vais développer l'activité et tout le monde va me suivre. Ça ne marchera pas. Il y a des façons de faire et si on ne les fait pas, on n'aura pas la réussite. Je pense que beaucoup de personnes dans le marketing relationnel échouent à ce moment-là. Du fait que nous, on a la vision qu'on peut démarrer ce marché, on ne lâche pas l'affaire, on continue. Mais la majorité des gens, au bout de 10 présentations, s'ils ont un non, ils lâchent l'affaire. C'est-à-dire ils sont dans leur confort, ils voient que ça ne marche pas pour eux, ils se disent c'est pas pour moi ou votre truc ne marche pas. Alors qu'ils n'ont pas compris que si on ne démarre pas bien l'activité dès le début, si on ne parle pas de la bonne manière aux gens, si on n'invite pas les gens de la bonne manière, ça ne marchera forcément pas. Des mois plus tard, on se rencontre, je me rappelle toujours à Paris, toi et moi, lors du premier événement que l'on a réussi à faire. Je me rappellerai toujours après l'événement, il y avait toi, moi, il y avait une autre personne qui était de la Tunisie. On avait passé une journée entière dans un café à Paris et on était en train de dissecter tout ce qu'il y avait sur le plan, sur le marketing, etc. Et ça, c'était vraiment notre première expérience de collaboration ensemble où on a appris à se connaître. Ensuite, on a enchaîné, on a compris que comme c'est une profession réglementée, comme c'est une industrie réglementée, il y a des choses qui doivent être réglementées, il y a des licences qu'il faut avoir. Et c'est là qu'on a décidé que voilà, il fallait qu'on trouve une opportunité sérieuse, une opportunité qui laisse les gens développer leur activité sereinement. Et c'est là qu'on a trouvé MWR Life et depuis ce moment-là qu'on a développé ensemble. Excellent. Et donc, c'est bien parce que c'est vraiment une continuité, mais une continuité de sportif finalement, d'abord de manière physique et puis deuxièmement au niveau mental, parce que le marketing de réseau, c'est quelque chose de très mental, comme tu le soulignais. Il faut avoir un bon état d'esprit et il ne faut pas justement se laisser décourager justement, surtout au début et par les non, parce que les gens ne sont pas forcément intéressés. Mais je pense que certaines fois, quand les gens ne sont pas intéressés, c'est des fois nous qui ne savons pas aussi les intéresser parce que, comme tu l'as souligné, c'est une vraie activité, c'est un métier et on n'est pas toujours à l'aise avec le fait d'expliquer les choses. Tout le monde n'est pas, par exemple, pédagogue. Tout le monde ne peut pas expliquer les choses de la bonne façon et c'est pour ça, je pense qu'il est vraiment important, dès le départ, de se former, de bien comprendre où on est et comment justement véhiculer les informations que l'on doit véhiculer de la bonne façon. Alors aujourd'hui, on sait que tu es vice-président terrain d'MWR Life, la société qu'on a le plaisir de développer ensemble. Juste avant de devenir corporate, tu as quand même lancé des équipes. Est-ce que peux nous parler un petit peu de comment tu as fait pour te retrouver finalement à la tête d'équipe avec un niveau international finalement, puisque tu as des équipes un peu partout dans le monde. Tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là? Pour moi, il y a deux façons de faire du business. Soit on met le business en avant et les relations après, soit on met les relations en avant et le business après. Ce que j'ai découvert dans le développement de réseau, c'est que si tu mets les personnes en avant et que tu crées les relations avec ces personnes-là, tu peux construire quelque chose dans la durée. Quand tu mets le business en premier, certes, tu peux avoir des gros résultats très rapidement, mais ça ne va pas durer. Et aujourd'hui, je pense que cette industrie se transforme de plus en plus focalisée sur le business et beaucoup moins sur les relations. Alors que nous, on se connaît depuis longtemps, les équipes qui sont ici se connaissent depuis longtemps, on fait du business depuis longtemps, et c'est grâce au fait qu'on met les relations avant le business. Pour moi, c'est primordial, parce que quand il n'y a pas cette relation avec les partenaires, avec le corporate, quand il va y avoir des moments difficiles, parce qu'ils vont arriver les moments difficiles, que l'on le souhaite ou que l'on ne le souhaite pas, il y aura des moments difficiles qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas. Exemple, Covid, incontrôlable, personne ne s'y attendait. Les guerres, il y a des choses qui vont continuer d'arriver. Et on ne peut pas maîtriser. Donc s'il y a des relations fortes entre les leaders, entre le corporate, entre les différentes têtes de réseau, dans ce cas-là, quand c'est difficile, les gens se réunissent. Et ensemble, ils surpassent les épreuves. Mais quand les gens sont focalisés sur le business, dès qu'il y a un moment difficile et qu'ils n'ont pas les relations avec leurs partenaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher ailleurs pour trouver quelque chose qui soit dans la facilité. Donc pour moi, c'est primordial que quand on construit des équipes,
on mette les relations humaines en priorité. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être dans une boîte depuis de nombreuses années, d'être toujours là, d'avoir les gens qui ont été là depuis le début, de toujours développer l'activité, mais aussi d'avoir cette relation entre le corporate et les leaders qui est saine. Et mon but, c'est vraiment d'être ce lien entre le terrain et le corporate, parce que le corporate, c'est une entreprise multinationale qui a des buts, qui a des budgets, qui a tout, et en fait, qui a une vision et qui veut ramener cette vision. Mais il faut que derrière le leadership suive et il faut que le développement des leaders soit dans la même cohésion que celui du corporate. Donc mon rôle à moi, c'est de faire comprendre aux leaders où en est la boîte et de faire comprendre à la boîte ce que les leaders ont besoin d'avoir. Et si j'arrive à faire mon boulot correctement, on est dans une énergie positive et on peut développer ensemble dans la bonne manière. Carrément, je suis complètement d'accord. Là maintenant, pour continuer sur la partie développement de l'activité, est-ce que tu pourrais, en 2 mots, nous expliquer un petit peu, expliquer aux personnes qui nous regardent, en quoi consiste notre activité au sein d'MWR Life? C'est une très bonne question. Les gens pensent souvent, quand on développe le marketing de réseau, il faut trouver des personnes. Non, non. Il faut trouver des clients qui aiment votre produit ou votre service. Notre but en tant qu'ambassadeur, c'est de pouvoir promouvoir et de mettre en relation les clients avec la société pour laquelle on fait des chiffres d'affaires. En contrepartie, cette société nous rémunère. Le plus on développe, le plus grand portefeuille de clients nous ramenons à la société, le plus de commissions on sera apte à toucher. Alors, il y a plein de sociétés qui proposent plein de rémunérations différentes. On n'est pas ici pour faire une présentation du plan de REM, on n'est pas ici pour faire comprendre aux gens comment ils peuvent gagner de l'argent. Le plus important, c'est de comprendre qu'on est dans l'activité du marketing de réseau. Donc, on fait du bouche à oreille qui est beaucoup plus performant que du marketing traditionnel. C'est pour ça qu'il y a eu une grande évolution au monde des influenceurs. Il y a une grande évolution par rapport aussi à l'affiliation. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises font de l'affiliation. Donc, le bouche à oreille est beaucoup plus performant que du marketing qu'on va faire en masse sur des billboards, etc. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est un monde différent qui touche plus de monde parce qu'on a confiance à la personne qui nous ramène un service ou un produit parce qu'on la connaît. Donc, c'est beaucoup plus performant. Donc, quand vous mettez ça en place, notre but à nous, c'est de juste trouver des clients ou des personnes qui veulent développer une activité et les mettre en relation avec la société. Et en contrepartie, on est rémunéré. C'est très simple. Quand on le parle de cette manière-là, parfois on se complique la vie en essayant d'expliquer 1 million de choses. On est dans l'industrie du voyage, la plus grosse industrie du monde qui est maintenant 9 000 milliards. On est revenu à des chiffres même plus hauts que ceux d'avant le Covid. On est en pleine explosion avec toutes les dynamiques, les technologies, etc. qui se font en ce moment, qui sont en train de toucher le voyage. Et d'ailleurs, on est en train de lancer quelque chose de fantastique ce week-end qui nous permettra d'être la première plateforme dans le marketing de réseau qui a une plateforme de voyage avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas demain, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Donc aujourd'hui, on se positionne dans un secteur, dans le marketing relationnel, dans le voyage, avec une innovation. Donc on est très bien positionné, on est innovant et on est dynamique. Excellent, en tout cas, ça donne envie. Si tu avais quelques mots pour quelqu'un qui se pose la question, parce qu'il y a des gens qui se posent encore la question de savoir est-ce que le marketing de réseau est intéressant, est-ce que c'est quelque chose à faire. Si tu pouvais donner des mots à quelqu'un en ce sens, qu'est-ce que tu dirais? Le marketing de réseau est un excellent moyen d'avoir des revenus complémentaires dans une maison. Au moment où ces revenus complémentaires commencent à chatouiller les revenus principaux de la maison, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à penser que le marketing de réseau peut nous permettre d'avoir un style de vie meilleur que ce que l'on a vécu jusque-là. Jamais je dirais à quelqu'un quitte ton boulot pour démarrer dans le marketing relationnel parce qu'il y a des gens qui réussissent rapidement, il y a des gens qui ont besoin de temps, il y a des gens qui doivent se former. Il ne faut jamais regarder l'assiette du voisin parce qu'on ne sait pas ce que le voisin a vécu auparavant pour en arriver là, pour être aussi rapide à avoir du succès. Donc il ne faut pas se comparer au voisin, il faut développer l'activité, avoir des compléments de revenus. Et le jour où on commence à gagner 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, on comprend que c'est une activité qui est réelle, c'est une activité qui paye, et c'est une activité qui peut devenir mon activité principale. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, des personnes qui veulent être en totale maîtrise de leur temps, en totale maîtrise
de ce qu'ils vont pouvoir faire. Parce que s'il y a une chose que le marketing relationnel permet de faire, c'est que quand on commence à gagner de l'argent, on commence à obtenir la liberté de temps. Et ça n'a pas de prix. Parce que quand on travaille tous les jours, ok, on a un salaire fixe, on a des objectifs, on a une société pour laquelle on travaille. C'est très bien, c'est une sécurité. Mais on n'a pas cette liberté de temps qui est possible d'être obtenue lorsqu'on entreprend. Et ça peut être le marketing relationnel, comme ça peut être autre chose. À la fin, qu'est-ce que tout le monde recherche? C'est ce temps que l'on puisse faire ce qu'on veut quand on veut. Exactement. Et cette fameuse liberté de temps, le fait de pouvoir, comme tu dis, faire ce qu'on veut quand on veut, le fait d'avoir le contrôle là-dessus. Concrètement, pour pouvoir clôturer cette rencontre que j'ai beaucoup appréciée, et je pense que toutes les personnes qui l'ont regardé aussi, parce que c'était riche en conseils, riche en expérience aussi, on voit que tu es quelqu'un d'expérience. Pour clôturer tout ça, et toujours rester sur la partie marketing de réseau, est-ce que tu peux me dire quelle est la meilleure façon de démarrer dans notre activité? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance, qui décide voilà, de rejoindre notre compagnie? Qu'est-ce que tu lui conseillerais justement pour bien démarrer l'activité? Toute personne qui démarre doit comprendre qu'elle doit être coachable dès le premier jour. C'est-à-dire que si on lui dit, tu démarres, on fait notre première formation demain, et à partir de ce moment, on commence à développer l'activité. Ça ne veut pas dire on démarre, tu vas parler au monde entier demain quand on fait notre premier rendez-vous. Tu as déjà une négativité dans la tête, tu as déjà cramé une partie de ta liste parce que tu n'as pas fait la bonne invitation, la bonne présentation pour pouvoir développer l'activité. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc si vous voulez démarrer dans cette activité, comprenez que vous devez être coachable à 100% pour comprendre l'industrie. Et si vous suivez les pas de la personne qui vous a présenté l'activité de leur upline, vous aurez des résultats. Mais il faut suivre à la lettre ce qu'ils vous disent de faire. Sinon, vous allez réinventer la roue et elle ne tournera pas rond. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Merci pour la pertinence de tes propos. Et c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. À très bientôt pour une prochaine. Merci Rodrigue de l'invitation.